C'est le dernier cours avant les TP aussi, puisque dès la première semaine de janvier, la deuxième, on se retrouve en salle de travaux pratiques. Donc on va essayer d'avoir bouclé la totalité de ce qui a été vu, ce qui est à voir pour les TP. En particulier, on terminera ce cours par quelques minutes sur Pseudomonas aeruginosa, le bacille pyocyanique. Mais le gros du cours aujourd'hui, ça va être les légionnelles et la coqueluche. Deux pathologies respiratoires, l'une pulmonaire, la légionellose, maladie extrêmement grave, qui a un grand retentissement dans l'opinion publique, alors que c'est une maladie, vous verrez, qui est assez rare. Et puis la coqueluche, une maladie historique, mais avec des résurgences. C'est une maladie respiratoire aussi, mais c'est plus une maladie du haut du tractus respiratoire. Donc légionnelles et la légionellose. Les légionnelles sont des bactéries qui ont été identifiées relativement tardivement parce que ce sont des bactéries qui ne poussent pas bien sur les milieux de culture. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Néanmoins, ces bactéries de l'environnement sont des gamma-protéobactéries, c'est-à-dire, en termes plus clairs, ce sont des bactéries de la même famille que les entérobactéries. Pas de la même famille, mais du même groupe. Pourtant, elles ont un biotope complètement différent. Et finalement, plutôt que les comparer à Escherichia coli, on peut les comparer à une bactérie qui s'appelle Coxiella burnetii, dont on aura, j'espère, l'occasion de parler un peu plus tard dans l'année, qui est une maladie qui est responsable d'une endocardite assez grave qui s'appelle la fièvre Q. Et donc, ce sont des bactéries qui vivent essentiellement en symbiose avec des cellules, et les cellules dans l'environnement qu'elles trouvent, les cellules eucaryotes, sont des amibes. Donc, ce sont des parasites des amibes. Et les légionnelles donc, sont représentées par une quarantaine d'espèces, la plupart complètement inoffensives pour l'homme. Mais il y en a une parmi ces 40 qui s'appelle Legionella pneumophila et qui est responsable d'à peu près toutes les légionelloses humaines, donc ces infections dont on va parler maintenant pendant plus d'une demi-heure. Au sein de cette espèce Legionella pneumophila, il y a un sérogroupe particulier, qu'on a appelé le sérogroupe 1, qui est responsable de 90% des infections. Donc finalement, la légionellose humaine, c'est une maladie due à une bactérie environnementale d'une espèce particulière qui est Pneumophila, dans un groupe plus large, et du sérogroupe 1 de cette espèce particulière. Alors où est-ce qu'on trouve cette bactérie et comment va-t-elle contaminer l'homme éventuellement? Son habitat naturel, c'est l'eau douce, ce sont les eaux douces stagnantes. C'est une bactérie qui a une très grande capacité de survie environnementale. Elle est capable de vivre entre 0 et 60 degrés, ce qui est une grande échelle de température. À 0 degré ou à 60 degrés, elle se multiplie extrêmement lentement ou pas du tout, mais elle ne meurt pas. Mais sa température de multiplication active, c'est entre 35 et 45 degrés. Autrement dit, dans l'eau tiède à chaude. On va voir que ça a une importance dans le mode de contamination humain. Et cette bactérie, au cours de l'évolution, a acquis des caractères qui lui permettent de se protéger des variations extérieures. Ce sont deux caractères essentiels. La survie dans ce qu'on appelle les biofilms. On va avoir l'occasion, par ce cours, d'évoquer les biofilms, qui sont une forme de protection des bactéries qui est importante. Et puis le deuxième système de protection, c'est la capacité d'envahir des cellules eucaryotes qui vivent elles aussi dans l'environnement, c'est-à-dire des protozoaires, et c'est des amibes dont je vous parlais tout à l'heure. Ces amibes environnementales peuvent être parasitées et servir finalement de maison à ces légionnelles. Le fait que ça survive dans les biofilms, le fait que ça survive dans les amibes, fait que les légionnelles sont particulièrement aptes à coloniser toutes les eaux stagnantes, et c'est par là qu'elles vont finalement contaminer l'homme. Alors un mot sur ces fameux biofilms. Le biofilm, c'est une matrice organique complexe dont vous avez l'habitude. Si de temps en temps, vous nettoyez vos éviers, par exemple, ou une quelconque tuyauterie qui accueille de l'eau dans votre maison, eh bien, il y a un enduit qui vous reste sur les mains, souvent visqueux, souvent sale, parfois dur et calcifié. C'est ce qu'on appelle un biofilm. Donc c'est une matrice essentiellement sécrétée par des bactéries. Au début, c'est des polysaccharides, et puis ensuite, il y a différentes substances qui stabilisent tout ça. Et à l'intérieur de cette matrice vivent au ralenti des milliards de micro-organismes. Ces micro-organismes, ça peut être des prokaryotes, donc des bactéries, comme Legionella, ou ça peut être des eucaryotes, comme les amibes qu'on vient d'évoquer.
L'énorme intérêt pour ces bactéries et ces amibes de vivre dans un biofilm, c'est que le biofilm sert de barrière contre toutes les variations physico-chimiques environnementales. C'est une barrière contre la température, c'est une barrière contre la chloration, par exemple, des tuyaux, c'est une barrière contre tous les stress auxquels les bactéries, si elles étaient libres dans l'eau, pourraient être exposées. L'inconvénient pour ces bactéries, c'est que dans le biofilm, ce n'est pas un milieu dans lequel il y a énormément de moyens de survie ou de réplication. Donc, dans ce biofilm, les bactéries constituent un écosystème qui vit complètement au ralenti. Elles ne sont pas mortes, mais elles sont vraiment dans une sorte de léthargie, mais prêtes à repartir si les conditions s'y prêtent. Alors, les légionnelles dans les biofilms, elles présentent un gros inconvénient. On va voir que c'est la source essentielle, ces biofilms, de légionnelles qui contaminent l'homme. Parce que ça vit dans nos tuyauteries, parce que dans chaque tuyau de douche, il y a des chances qu'il y ait des légionnelles, et donc à chaque fois qu'on prend une douche, il y a des chances pour qu'on inhale des légionnelles, et c'est particulièrement sensible dans les vieux bâtiments. Et les légionnelles qui sont présentes dans les biofilms, elles ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Elles ne sont pas sensibles aux antibiotiques, donc on ne peut pas se dire qu'on peut décaper ou éliminer les légionnelles en faisant passer des substances antiseptiques ou antibiotiques. Ça ne va pas suffire. Pour une raison assez simple, c'est que la plupart des antibiotiques et des antiseptiques fonctionnent sur des bactéries qui sont en train de se diviser. Or, dans le biofilm, je viens de vous le dire, les bactéries ne se divisent pas. Et puis, l'énorme inconvénient d'avoir des légionnelles dans les biofilms, ce qui a été le cas par exemple à l'hôpital Pontchaillou pendant quelques années ici, c'est que si par hasard on décide de prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire d'éliminer les biofilms, en faisant des chocs thermiques, des chocs chimiques, en changeant la tuyauterie ou une partie de la tuyauterie, eh bien on risque de casser ces biofilms, et en cassant les biofilms, on va libérer dans la circulation courante de l'eau, on va libérer des centaines de millions, voire des milliards de bactéries. Et c'est ces bactéries-là qui, alors qu'on a essayé de les éliminer, vont éventuellement contaminer les patients. Et il y a donc un risque majeur de dissémination des légionnelles si on agit de façon trop brutale pour détruire les biofilms qui contiennent les bactéries. Donc, second abri naturel pour les légionnelles dans l'environnement, ce sont les amibes environnementales, naturellement pas les amibes pathogènes dont Claude Guiguin vous parle, mais les amibes qui sont constituants essentiels de la flore dans les milieux aqueux. De la faune, devrais-je dire, puisque ce sont des animaux. Eh bien, il y a une relation de parasitisme qui s'est établie au cours de l'évolution, et l'amibe est un véritable sanctuaire environnemental pour les légionnelles. Elles sont à l'abri à l'intérieur du cytoplasme, elles ont chaud, elles ont de quoi se nourrir, et elles vivent très bien à cet endroit-là. Et la particularité des légionnelles, si on les compare par exemple à l'Listeria, autre bactérie qui survivait dans le cytoplasme des amibes, eh bien, c'est que là, la légionnelle est suffisamment adaptée à son hôte amibien pour pouvoir survivre dans la forme qui est la forme de protection de l'amibe, qui est le kyste amibien. Donc même dans les kystes, qui sont des formes très denses, ramassées, et qui vivent au ralenti des amibes, les légionnelles parasites peuvent survivre. Donc là encore, persistance dans les biofilms et risque de dissémination dès qu'on casse un biofilm ou qu'on détruit des amibes qui sont présentes dans un environnement. Lorsque les amibes sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sous forme kystique, eh bien, il y a une réplication intravacuolaire qui peut se produire, donc les légionnelles sont capables de se multiplier dans leur hôte. Ce n'est pas seulement un dispositif de survie, l'amibe pour la légionnelle, c'est un site de réplication. Et d'autre part, elles agissent tellement sur cet hôte amibien qu'elles en modifient la paroi, et qu'au bout d'un moment, quand elles sont suffisamment nombreuses à l'intérieur du cytoplasme et que les conditions extérieures s'y prêtent, eh bien, les bactéries vont disséminer, pour ça elles vont tuer leur hôte amibien. Et ce schéma que j'ai détaillé, vous vous demandez sans doute pourquoi, eh bien c'est parce qu'il est très analogue à ce qui va se passer dans certains macrophages humains au cours de la légionellose. Parce que finalement, le macrophage humain présente de grandes analogies avec les amibes environnementales. C'est une cellule qui leur ressemble beaucoup. Donc ce qui nous intéresse, nous, essentiellement, d'un point de vue physiopathologique, c'est la survie dans les macrophages. D'abord, les légionnelles sont capables d'induire leur propre phagocytose. Il y a beaucoup de bactéries qui sont capables de faire ça. Les bactéries, en général, lorsqu'elles sont exposées dans l'organisme humain aux cellules de type macrophage, aux cellules de première ligne de phagocytose, eh bien, elles vont également être opsonisées, vous vous souvenez ce que c'est recouvertes de différentes substances, anticorps, fractions du complément, et ça
augmente la phagocytose. Mais ça, c'est vrai pour la plupart des bactéries.